L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. L'Olympique de Marseille s'est malheureusement incliné 3-1 au Parc des Princes face au PSG. Pour en parler ce soir, Maxence Volpe est avec nous. Salut Max. Salut à tous. Romain Canucci est aussi dans la place. Salut Romain. Salut messieurs Volpe. Et il est de retour là où tout a commencé. Kevin Kriblich, le vainqueur de la Talk Academy 1, est avec nous aussi. Salut les gars, c'est un plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment, mais je suis content d'être là. Tu as enlevé les lunettes? Ouais, écoute, on change, des fois je les ai, des fois je les ai pas, mais là je les ai pas ce soir. Parce qu'il est arrivé avec des belles lunettes, il était stylé. Les amis, première... Oui, Romain. Excuse-moi Seb, avant de commencer, on profite, on a le Phocéen, c'est un peu une famille, c'est plaisir de retrouver Kevin à Talk Academy 1. J'ai une pensée aussi pour un membre de la Talk Academy 2 qui est souvent avec nous et qui est Bilal, que vous voyez fréquemment à ma place. Voilà, il a une épreuve un peu difficile et voilà, j'avais une pensée pour lui et je voulais lui dire qu'on l'accompagne tous dans cette épreuve. On l'embrasse bien fort et vous êtes nombreux. Alors, c'est pas l'OM au café, mais Matrice qui nous dit et Seb qui nous parlait de titre. On est à 19 points Fada. Comme on le dit souvent et comme le disait l'illustre Christophe Champy, si on parle de l'actualité, donc en début de saison, je vous ai livré mon sentiment. C'est sûr qu'à aujourd'hui, après la défaite au Parc des Princes, tu as beau jeu de dire qu'on est à 19 points, mais en début de saison... en août, on était à 0 points même. Oui, avant en que ça début de démarre. saison, on n'avait pas encore perdu. PSG 3, l'OM 1. Max, qu'est-ce qui nous a manqué? Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'au final, le score peut sembler un peu encore une correction, hein, puisque 3-1, bon, c'est pas non plus 1-0, 2-1, c'est pas Eric Irak, bon, on se fait quand même battre 3-1. Mais le sentiment général de tout le monde, ça a été, on a regardé, même j'ai écouté des interviews d'après-match ensuite en rentrant sur DAZN, la commentatrice disait, notamment à Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, l'OM vous a regardé dans les yeux, lui-même a dit oui, c'était un match pour nous de Champions, il y a eu un bon niveau, etc. Donc, ouais, il y a eu un bon niveau, mais au final, on a perdu 3-1. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'on soit un peu plus, encore un peu plus au coude à coude avec cette équipe de Paris? Et franchement, dans tous ces classicos, il nous manque, depuis des années, il nous manque beaucoup de choses. Le problème, c'est surtout que moi, je compare les deux effectifs et je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a un joueur de l'OM qui pouvait prétendre à être dans l'effectif de Paris au début du match? Rabiot, allez, un. Rouli. Et Rabiot, si tu veux, mais bon, je trouve que le match de Donnarumma, sur le match, au final, une fois que tu analyses le match, quoi, et bon, après sur la saison, Rouli, pourquoi pas, mais ça a l'air dit à la place de celui qui jouait là. Ouais, Beraldo. Et qui lui aussi, je vous ai écouté, vous avez tous dit il est nul. Au final, il a quand même fait un match pas si mauvais que ça. Tout ça pour te dire que déjà, les deux effectifs, moi je suis dans le rang de Zerbi quand je l'entends dire parler de classico. Après, il y a l'antagonisme il y a des années, ok. Mais le classico, aujourd'hui, il est complètement déséquilibré. Donc déjà, tu pars, c'est compliqué. Après, à côté de ça, tu t'enlèves Hojbjerg et Benasser dans ton effectif, qui quand même sont dans ton milieu. Je pense que si tu fais le même match et que tu enlèves Vitinha et Fabien Ruiz, par exemple, peut-être qu'eux, ils sont un peu plus affaiblis. Et après, je trouve que on est dans une logique dans ce match d'aller les chercher haut, mais on est un peu dans la demi-mesure. On se dit on y va, mais quand même on a un peu peur, donc on n'y va pas. Mais non, mais quand même l'entraîneur il a dit qu'il fallait qu'on y aille, donc on y va. Et je trouve que je te prends l'exemple du premier but. Le premier but, il y a un dégagement de Donnarumma. Si tu es un OM qui a
Ben, l'autre, la vache qu'il a sur le ballon, il se fait exploser par Felipe Luis. C'est pas bien ce que je dis, attention, hein. C'est peut-être, mais c'est aussi du foot. À un moment donné, tu as un ballon dans la tête, tu y vas, tu y rentres dedans. Soit tu prends le ballon de la tête, soit tu... Non, là, non, on est à 3 mètres, on veut y aller, mais on veut pas y aller, on est à 3 mètres. Et lui, il arrive à faire une déviation et il joue, on les laisse jouer. On les regarde, on les laisse jouer. Donc moi, ce qu'il a manqué, c'est à un moment donné de leur rentrer dedans. Voilà, de leur rentrer dedans. Je suis désolé. Paris, ils ont un effectif meilleur que nous. Ils sont plus forts que nous techniquement. Et ils nous sont plus rentrés dedans. Moi, quand je vois, par exemple, Rabiot, il s'est fait marcher dessus. Bon, voilà. Moi, et je trouve que dans l'ensemble, ils nous sont quand même rentrés davantage dedans que ce que nous, on est rentré dedans. Donc après, si on lutte même pas sur ce domaine-là, ça devient compliqué. Avant de t'entendre, Romain, je vous propose d'écouter l'avis et l'analyse de Roberto De Zerbi. Mais je pense qu'on a fait d'autres matchs meilleurs que celui-ci. Après, le niveau du PSG fait penser qu'au final, ce soir, on a fait un très gros match. Et de fait, c'est vous qui appelez ce match le classico. Pour moi, c'est pas un classico, hein. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, on ne peut pas faire une comparaison entre l'effectif et la force économique du PSG contre celui de l'OM. Moi, je fais la guerre, je lutte contre tout le monde, même si je sais que je vais perdre la guerre. Je vais tête baissée et je fonce partout. Mais le classico, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un classico. Le classico, c'est quand tu peux vraiment donner un coup, t'en prends un. C'est vraiment une lutte, quoi. Mais si c'est le cas, c'est frustrant, hein, ici, parce que moi, je suis un peu fou quand même. Je sais, j'ai un petit peu de folie. J'ai pas de problème à sentir cette pression, mais je suis honnête, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité de cette confrontation, de cette comparaison. Et c'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'était notre meilleur match. Romain. Ben, c'est toujours sympa, tu perds, tu entends ces déclarations, tu supportes l'OM, ça te donne envie de... Et puis en fait, si tu réfléchis bien, tu repenses en fait aux déclarations d'avant. Et avant, il n'a pas le même discours, c'est ça qui, moi, me chiffonne un peu. Parce que dans l'avant-match, c'est on va tout faire pour aller... je crois que c'est avant Angers ou après Angers qui dit notre objectif, c'est d'aller les titiller ou quoi que ce soit. Il garde ce discours-là, mais il dit, là, on n'est pas encore au truc. L'objectif, c'est de se rapprocher d'eux, ce qui est complémentaire et compagnie. Je me dirais, mais là, je me dis, c'est peut-être facile, comme il n'y a pas cette partie-là. Après, peut-être qu'il a dit qu'on n'a pas l'extrait, mais ça m'étonnerait. J'ai le sentiment que de dire ça après, c'est un peu facile. Dis-le avant, alors, dans l'avant-match, tu dis, mais en fait, c'est pas un match. Et moi, je l'ai dit hier, pour moi, ça rejoint ce que j'ai dit. Pour moi, c'est mon avis. Tu peux pas trop le dire avant, quand même. Si tu dis ça avant, ça veut dire que tu dis quoi à tes joueurs? Ben, le problème, c'est qu'à ces joueurs, il leur a dit Paris, c'est le match, on les prépare et compagnie. Et il les prépare aussi pour qu'ils fassent un gros match. Si tu leur dis, il y a 4 cases d'écart entre les deux équipes, les gars. Tu dis pas après, non, en fait. Pour aller dans le sens de Romain, et moi, ce qui me gêne dans cette déclaration, c'est que tu l'as répété toi-même, tu l'as rappelé toi-même. On joue ce match quand même sans Holbière et Benasser. Alors Rongier a fait une partie correcte, mais il n'y a pas Holbière et Benasser dans cette équipe au coup d'envoi. Et je me dis que si par chance, ou par d'ailleurs professionnalisme, on arrive à finir dans les 3 premiers cette saison, que tu gardes cette ossature l'année prochaine d'équipe avec Rouli, Balerdi, Holbjerg, Benasser, Rabiot, etc. et que tu rajoutes Gouiri devant, et que tu rajoutes quelques éléments qui vont te faire bonifier ce groupe-là, y a moyen de dire, écoutez, c'est mon année 1 du projet. Je suis plus content du match retour que du match aller où j'ai plus vu mon équipe jouer. Et bon, on prend 3-1, mais par séquence, j'ai vu ce que je voulais mettre en place contre Paris. Je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Alors que là, il dit, on est à des années-lumière. Tu sais quand même qu'ils ont acheté un avant-centre. 80 millions, ils ne te le font pas jouer. Voilà. Non, mais ne serait-ce que de dire que ça. Ça veut dire que tu te rends compte qu'un mec qu'ils ont acheté, toi, ton plus gros transfert, c'est 30 millions. 35 millions, allez, tu multiplies par 2,5 leur transfert de Ramos, ils le font même pas jouer. Donc ça veut dire qu'il y a après, si tu veux rivaliser avec Paris, l'argent c'était le moteur si du tu foot, veux rivaliser avec Paris, ça veut dire que eux ils ne réussissent pas, ils manquent leur saison. S'ils manquent ou ils sont vraiment, on va dire à 60-70%, s'ils sont à 100% comme cette année, c'est une hérésie pour moi.
de dire que tu peux rivaliser avec eux. Mais si tu prends le... Oui, d'accord. C'est toi, tu joues au ping. Tu avais 20 et un 30. Si tu es 20 et que tu joues le 20 et joues à 100... 20 et 30. Là, tu as perdu tout le monde. Mais si c'était les classements d'autrefois. Mais le classement, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu pars par là, alors l'Atlético qui jouait contre le Barça et contre le Real de Madrid, si tu regardes le budget de l'Atlético, le budget de fonctionnement, le budget du Barça et le budget du Real Madrid, alors l'Atlético, ils ne doivent jamais être là non plus. Oui, ils se sont construits avec le temps. Mais par contre, par rapport à ce que tu dis juste, c'est jamais linéaire. Je dis ça, je sais que tu le sais, mais il y a des gens qui nous regardent qui vont se dire bon, Sepp Volp, il nous a dit l'année prochaine, tu gardes les mecs, tu rajoutes d'autres. Cite-moi un club dans lequel ça se passe vraiment, ça n'arrive jamais. Il y a toujours des départs imprévus, il y a toujours des trucs, il y a toujours des. C'est jamais un long fleuve tranquille. Et par rapport à ce que dit, et là où je donne totalement raison à Max, depuis que le Qatar est au PSG, les matchs au Parc des Princes, tu as fait 2 résultats. Une fois un nul, une fois une victoire. On en a parlé. C'est les 2 seules fois où Paris n'a pas été champion à la fin de l'année. Non mais évidemment c'est que tout. l'argent... Bon les amis, on a quand même la chance d'avoir Kevin Kribich, on va l'écouter. Non mais c'est intéressant parce que je pense que dans tout ce qui a été dit, il y a une part de vérité. Moi, cette année, je trouve que d'un point de vue technique, la qualité intrinsèque des joueurs, de ce que je peux voir depuis le début de l'année, je trouve pas qu'il y a autant d'écart par rapport aux joueurs du Paris Saint-Germain, si on parle d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, rapidité et autres. Et je trouve qu'on a des arguments. Par rapport où il y a eu des années, on avait des OM très faibles. Là, je trouve qu'il y a des arguments. Maintenant, sur la longueur, ce que vient de dire Romain, c'est que je crois que ça fait 12 ans que Paris a été racheté. Il y a dû avoir peut-être une quarantaine de matchs, Marseille-Paris. Je crois qu'on en a gagné 2. 14 ans, ouais. Voilà, donc je crois donc c'est déjà... Marseille est très loin du Paris Saint-Germain dans la globalité sur ces dernières saisons. Et maintenant, moi, ce que je retiens sur ces dernières années, c'est au-delà du point de vue technique, comme je disais cette année, où je trouve qu'on a des très bons joueurs, il manque cette habitude de gagner en fait. Il manque ce supplément d'âme qui fait que quand tu affrontes une équipe comme le Paris Saint-Germain, tu sais qu'à la base ils sont plus forts que toi sur le papier, on parle de millions, machin ici là, mais là on parle d'homme à homme. De Zerbi dans son discours, moi je trouve ça très motivant dans sa façon de parler et autres, sauf qu'à un moment donné, c'est pas lui qui va rentrer sur le terrain, et ça c'est les joueurs qui en rentrant sur le terrain savent qu'ils doivent faire plus que les joueurs du Paris Saint-Germain. Parce que effectivement, ils sont peut-être un petit peu plus rapides, un peu plus techniques, ils ont un peu plus l'habitude de jouer ensemble, ils ont l'habitude de jouer des équipes de Ligue des Champions. Et si tu n'as pas ce supplément d'âme, c'est toujours pareil à la fin. Tu as un petit peu lutté dans le match, mais à la fin, Paris a été vainqueur. Et on rentre chez nous en disant, une fois de plus, c'est pas cette année. Parce qu'il manque ce supplément d'âme, et ça s'apprend pas. C'est soit tu l'as en tant que sportif, en tant qu'homme, soit tu l'as pas. Et moi, c'est ce que je trouve sur cette OM depuis... on va dire 20 ou 30 ans, c'est que tu n'as plus ce supplément d'âme et tu ne gagnes plus rien. Tu ne gagnes pas de championnat, tu ne gagnes pas de coupe, tu ne gagnes pas de coupe d'Europe. Donc en fait, tu n'es pas mauvais, mais il te manque ce truc en plus. Après, le début du match, sincèrement, il n'est pas mauvais. J'ai quand même l'impression que toi, tu fais le centre. De prendre du début. Ils se mettent de suite à te presser. Tu te dis, oulala, ils partent comme des fous. Toi, tu dégages et tu commences à rivaliser sur les premières minutes. Et là où, si on peut répondre à la question avec un autre terme aussi, moi j'ai quand même cette impression aussi qu'il nous manque un poil de réussite. Parce que sur leur premier but, ils réussissent tout à la perfection, sauf à la fin où Dembélé roule sur le ballon, il marche sur le ballon, et en fait il s'en sort, il revient en arrière et tout, et il marque quand même. C'est surtout leur première occasion. C'est une des premières occasions du match. Ils réussissent pas le truc qu'ils doivent réussir et ils marquent quand même. Après, on te dit toujours, c'est vrai que dans ces classiques-là, quand tu regardes, Max, c'est vrai qu'à chaque fois, les buts que prend l'OM, ou tu vois le but de Lirola à la fin contre son camp, c'est qu'en fait, tu sens que tu es à la limite. Et c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que c'est pas qu'ils t'ont dominé de A à Z, l'OM a quand même eu quelques arguments, mais tu es à la limite pour glisser sur le premier but, que Dembélé peut se reprendre, tirer dans le but après quasiment vide, ou Lirola qui lui va se mettre un but contre son camp, c'est qu'en fait ils te font imploser en fait pendant le match. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas assez dominant, tu n'es pas assez serein dans tes duels, et ça c'est une bataille psychologique. Et ça, c'est ce que je te disais en fait avant, c'est que tu as beau être technique, rapide ou être un athlète, si tu n'as pas cette capacité mentale à être dominant, de dominer ton adversaire avant le match, tu le vois hier, voilà, ça fait un peu jeu égal, mais ils ont accéléré 4-5 fois, ils t'en ont mis 3, tu t'es mis un but contre ton camp, tu as glissé, machin ici là, et tu n'as pas eu cette capacité à aller chercher toi les buts pour revenir. Il te manque ce truc en plus en fait. Mais bon, ça c'est pas donné à tout le monde.
Quand je pose la question qu'est-ce qui a manqué, forcément, on est obligé d'évoquer le cas Greenwood aussi. Est-ce qu'il n'a pas manqué un Greenwood en pleine forme, à plein régime, qui a porté l'OM en début de saison, notamment sur le plan statistique? Est-ce qu'il ne nous manquait pas d'armes offensives, Max? Mais forcément. Mais après, moi, ce qui m'embête aujourd'hui un petit peu avec Greenwood, c'est que je me fais toutes les conférences de presse dans l'année. Et il me semble qu'à un moment donné, j'ai entendu Roberto De Zerbi dire non, mais Greenwood, voilà, c'est notre petit plus offensif et tout. Si des fois il défend pas. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, aujourd'hui, on est dans le côté totalement inverse. Aujourd'hui, on dit non, mais Greenwood, il est puni, il joue plus parce qu'il défend pas. Mais alors, pourquoi à un moment donné, tu dis, je peux lui laisser. Défend pas, Max. Ouais, Roberto De Zerbi, il a parlé d'attitude. Ouais. Il n'a pas juste parlé de il défend pas. Non, mais l'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire des efforts. L'attitude, ça veut dire Max, comme l'a très bien résumé Idriss. Moi, je suis pas aux entraînements. Donc ça, je donne 100% raison à De Zerbi. Donc mais sur les matchs, je suis désolé, je trouve qu'à chaque fois, on lui tombe dessus à Greenwood parce qu'en fait, on cible sur lui. Voilà, on regarde son entrée. Moi, je vois son entrée, le premier ballon qui touche, il fait une 2, il accélère, il prend tout le monde de vitesse, il fait une frappe qui est pas loin d'être mauvaise. Mais à l'arrivée, on retient qu'à un moment donné, il n'a pas couru à droite ou il n'a pas couru à gauche. Moi, je retiens aussi que ça, il n'aurait pas pu le faire, Nadir. Non, mais sois honnête. Mais évidemment que non. Et c'est pour ça qu'on regarde Greenwood avec une attention avec laquelle on ne regarde pas Bilal Nadir. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est Mason Greenwood. Parce que quand en début de partie, vous avez dit quel joueur de chez nous on pourrait mettre chez eux, un Greenwood prime, il a sa place au Paris Saint-Germain, alors que tous nos autres joueurs n'ont pas leur place au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on le regarde avec ses yeux. C'est lui qui doit nous sublimer. C'est lui qui doit, en début d'émission... C'est quoi un Greenwood prime pour toi? Il fera jamais les efforts que fait Barcola. Non, mais il y a une attitude. Max, très honnêtement, pour reprendre ce qu'a dit Idriss, dans le débrief du match... Je préférerais avoir Barcola ou Varachveila. Mais après, chacun veut les joueurs qu'il veut. Idriss, après le match, disait un truc très juste. Il disait... Imaginez-vous comment ça se passe dans un vestiaire à la fin quand tu as vu que ton coéquipier c'est comme ça. Ne me dis pas que Maxence Volpe, joueur, rentre dans un vestiaire, a vu la prestation de Mason Greenwood qu'il a vue et va lui dire allez poteau, samedi prochain ça va le faire. Ne me dis pas que c'est ce qui se passe. J'y crois pas. Tu vois, hier quand tu as annoncé Kevin, d'accord, tu as vu que je vous écoutais, tu as vu que derrière il y a eu marqué et il y a eu le nom de Babou qui ressortait aussi parce qu'il vient pas trop souvent. Donc avant de venir, je me suis dit tiens, je vais l'appeler Babou pour savoir un peu parce que je savais qu'on allait plus ou moins parler de ça. Je l'ai pas influencé, j'ai dit il me dit non mais pourquoi Greenwood c'est le seul qui peut te faire des différences. À un moment donné quand tu le mets pas, tu te tires forcément une balle dans le pied. Et après, il m'a dit ce que je viens de te dire aussi. Après, effectivement, on n'est pas à l'entraînement. Si à l'entraînement, il arrive une demi-heure, j'exagère, mais il y a une demi-heure, tu peux pas. Mais vous savez De Zerbi, tu peux pas le mettre titulaire. Vas-y, moi, après, pour rebondir, c'est vrai qu'on parle d'un point de vue sûrement technique. C'est peut-être pour ça, au niveau du football, on va rester sur ça, parce que moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose en off, d'un peu plus... qui n'est pas d'un point de vue que le joueur sur le terrain ne fasse pas les efforts que De Zerbi veuille ou pas. Parce que quand tout allait bien, comme on disait, on lui a fait presque une statue à Greenwood. J'ai l'impression que là, ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose en off, parce que c'est une histoire de contrat, ou on parlait plutôt d'attitude à l'entraînement, ou on ne sait pas, peut-être il y a quelque chose qui doit se tramer, à mon avis, en interne, on le saura un peu plus tard. Moi, le truc qui me gêne, c'est que chaque année à l'OM, on l'a vécu sous Tudor aussi, les éléments clés de la première partie de saison, il se passe toujours quelque chose dans la deuxième partie de saison. On l'a vécu il y a 2 ans en arrière où Guendouzi et Mbemba étaient 2 éléments clés sur la première partie de Tudor. Et du jour au lendemain, c'est 2 joueurs qui ont fini sur le banc. On n'a jamais trop su pourquoi. Après, je ne me suis pas trop intéressé, moi, en tout cas, de mon côté. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de vivre le même cheminement avec Greenwood, qui a été très important dans cette première partie, et qui, là, ça va faire 3-4 matchs qui ne joue plus. Et on est en train de se priver d'un joueur très important, d'un élément clé sur cette première partie de saison, dans la deuxième partie. Mais maintenant, voilà, il y a sûrement des choses, peut-être vous, en tant que journaliste, vous êtes plus au courant, mais je ne sais pas pourquoi, chaque année, il y a des joueurs comme ça, franchement, il y a des situations... je suis pas sûr. C'est peut-être ça, mais honnêtement, moi, l'explication que j'ai, je ne suis pas surhomme ou quoi que ce soit, mais juste en regardant les matchs, pour moi, c'est cohérent ce qui se passe. Sans des dingueries de l'entraînement, c'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que c'est les 2 derniers matchs où Greenwood ne joue pas, ne démarre pas, parce qu'il rentre en jeu. Et sur ces 2 entrées en jeu, contre Lens et Paris, je trouve l'OM moins fort sur ces 2 matchs
avec Greenwood sur le terrain que sans Greenwood. À Lens, je trouve qu'on fait une bonne première période contre Lens. Je trouve qu'on fait une bonne première période. Il y a son entrée en jeu. Des fois, c'est peut-être un relâchement inconscient. Non, mais peut-être que des fois, tu joues. C'est vrai quand je vous entends parler, est-ce que ça ressemble pas quelque part, puisqu'on parle de Paris, hein, c'est un match contre Paris, est-ce que ça ressemble pas un petit peu au cas de figure qu'il y avait l'année dernière au PSG avec Mbappé, où Luis Enrique à plusieurs reprises a dit Mbappé fait pas les efforts, et Mbappé s'intègre pas dans l'effectif, et que les nombreux journalistes à lui dire bon, l'année prochaine il n'y aura plus Mbappé et tout, il dirait mais vous verrez l'année prochaine on sera plus fort parce que mon équipe déjà elle aura plus de maturité, elle saura mieux comment jouer, ce que j'attends moi, et puis il y aura pas de tête quelque part qui dépasse. Ouais, et force est de constater que le PSG de cette année, il me semble plus fort que celui de l'année passée. C'est risqué quand même, c'est risqué parce que ton championnat n'est pas fini. Tu aurais 15 points d'avance aujourd'hui, tu ferais ça. À la limite, je te dirais, mais Seb... mais je ne parle pas de Greenwood, là. Je te parle de... Est-ce qu'on ne peut pas comparer ce qu'est en train de faire Roberto De Zerbi avec Greenwood à ce que faisait l'année dernière Enrique avec Mbappé, à le tenser régulièrement, quoi. Après, le problème, c'est que les joueurs n'ont pas été les mêmes sur la durée. Il est quand même un peu plus fort Mbappé que Greenwood. Oui, déjà, il y a ça. Et Mbappé, quand même, c'est un gars qui avait prouvé quand même pendant 4-5 ans à Paris. Je ne me rappelle plus exactement son contrat, mais je crois qu'il a fait 5 ans. Mais il avait dit qu'il s'y partait et tout. Il y avait des antécédents quand même pour que Luis Enrique fasse ça. Là, c'est-à-dire, on n'a même pas encore fini notre première saison, que c'est déjà un joueur que je ne sais pas ce qui est en train de se passer, qui était notre meilleur joueur, il faut dire la vérité, on va dire d'un point de vue surtout statistique. Et on s'en prive là dans ce sprint, pas final, mais on est en train de l'attaquer, quoi. Il va rester une dizaine de journées et on se prive du meilleur attaquant. Après, pour revenir à ce que je voulais expliquer, De Zerbi, il a dit il manque de coffre. Moi, contre Lens, je ne comprends pas, même si j'entends ce que dit. Mais contre Paris, au final, tu n'as peut-être même pas besoin d'avoir des explications autres. À un moment donné, il manque de coffre. Tu fais une équipe plus ou moins défensive avec Bilal Nadir qui fait quand même une première mi-temps. Moi, je vous dis, Bilal Nadir, j'ai vraiment rien contre lui. Sauf que je m'aperçois qu'il tient une mi-temps. Dès qu'il reprend les deuxièmes mi-temps, tu sens qu'il commence à perdre ses ballons, il commence à... Je te rejoins à 300%. Voilà, donc, si on parle de coffre, il a moins de coffre que l'autre. Hein, et il a pour faire une mi-temps. Tu vois. Et derrière, je rejoins Romain, c'est vrai que quand tu fais rentrer Greenwood, tu as envie de lui dire, oh mon gars, toi, tu n'as qu'une mi-temps à faire aussi. Donc, si le jeune, il a été capable de faire ça, tu devrais être la deuxième. Au moins capable. Mais lui, il n'est pas dans cette logique-là, Greenwood. Greenwood, c'est plus le genre de joueurs qui vont, entre guillemets, pas se dépecer. Mais ça, il faut le comprendre. Et on le sait qu'il ne va pas se dépecer. Et qu'il va essayer de faire des gifs quand il a des bons ballons. Il faut réussir à lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il se... Il n'y est pas. Il le fera, à mon avis, jamais. Kevin, pour finir, parce que tu en parlais tout à l'heure, pour finir cette première partie, mais qu'est-ce qui a manqué? Est-ce qu'il n'y a pas manqué tout simplement aussi une défense beaucoup plus solide? Parce que là, on a joué avec Cornelius, à qui j'ai pas grand-chose à reprocher. Enfin, je veux pas, j'ai rien à lui reprocher, c'est que je veux pas le cibler. Luis Felipe, j'ai été stupéfait, et je l'ai dit avant le match, de le voir titulaire alors que le mec n'avait pas aligné une minute avec l'Olympique de Marseille ou très peu, une pauvre rentrée en jeu, et puis d'un coup il se retrouve titulaire face au PSG, puisque Kondogbia a dû monter au milieu de terrain pour suppléer l'absence de Bennacer de dernière minute. Est-ce que quand on a Cornelius Balerdi et un Luis Felipe qui revient, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait peur? Sans oublier Dedic qui vient d'arriver, Luis Enrique qui n'est pas forcément un défenseur hors pair, même s'il a plutôt fait une belle prestation. Est-ce que ce 5 derrière, il n'est pas un peu light pour avoir des prétentions face au PSG? Je pense que déjà sur la saison globale de ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille, je pense que la défense c'est un peu le point faible entre guillemets. J'ai pas l'impression qu'il y a un défenseur central qui est ressorti et qui fait une saison pleine. C'est-à-dire même Balerdi sur qui on fondait des espoirs. Je trouve quand même que dans un match même, il est capable de faire des bonnes choses comme des mauvaises choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse progression de ce côté-là. Luis Felipe, c'est son premier match. Effectivement, je me rappelle de Luis Felipe de la Lazio qui était un très bon défenseur dans le calcio, mais c'était déjà il y a 2 ans en arrière. Est-ce qu'il reviendra à ce niveau? Donc c'est une énigme, comme tu viens de dire aussi. Et le troisième, c'est ce défenseur canadien sur qui l'OM a parié cette année, qui pour le moment n'est pas exempt de tout reproche non plus dans certains matchs. Donc effectivement, la défense, c'est ton socle dans une équipe. Je pense que n'importe quel entraîneur commence toujours par sa défense et essaie d'avoir des bases solides. Et un peu le problème de cet Olympique de Marseille sur cette saison-là, c'est que tu n'as pas une défense centrale si solide que ça. Tu as le gardien de but qui te sort pas mal d'arrêts et qui lui fait une très très bonne saison. Donc à voir si c'est une équipe qui se qualifie en Ligue des Champions. Moi, j'ai des doutes sur cette défense à 3 et je pense que c'est le secteur qu'il va falloir recruter en tout cas. Max, comment tu expliques, est vraiment fini, mais
cette partie était riche et il y avait beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions à vous poser. Comment tu expliques l'écart de perception sur Balerdi, puisqu'on parle de la défense, entre certains médias, certains supporters? Parce que je lis sur Twitch très souvent, quand c'est que vous parlez de Balerdi, il a été nul, il a une caravane, limite c'est à cause de lui qu'on a pris les 3 buts. Nous, on a vu plutôt un bon match, donc elle est où la vérité en fait concernant ce joueur? Moi, je pense que il a un petit défaut. C'est vraiment ces ballons qui sont quand l'attaquant est lancé dans son dos. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si on prend l'exemple du premier but de Paris, encore une fois, les erreurs pour moi elles sont commises avant. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un milieu de terrain qui se retrouve dans cette configuration de faire une ouverture. Après, c'est Paris, fait une ouverture millimétrée, et le cheminement, il est ce qu'il est. Mais sur l'ensemble du match, sinon, comme tu dis chaque fois, on ne voit pas les mêmes matchs, mais je prends action après action, je ne vois pas où c'est qu'il a fait où il est passé à travers sur ce match-là. Moi, je trouve que sur ce match-là, toutes ces interventions, elles sont correctes. Je crois qu'il y a un moment donné où tu l'as expliqué hier dans la 3e mi-temps, où il est sur un côté, il trébuche sur une faute, et voilà. Donc là, on peut dire qu'il est fautif sur ça. Mais ce type d'action-là, ce que tu viens de dire, ce type d'action-là, il le fait dans d'autres matchs. Si tu reprends tous les matchs de Balerdi, c'est ça que je te dis, c'est que dans un même match, c'est ça qui est impressionnant, il dégage quand même une certaine... C'est quand même un défenseur qui a une certaine assurance, c'est quand même un combattant, il n'a pas une mauvaise relance, ça reste un joueur jeune au niveau de l'âge. Balerdi, dans l'ensemble, ça reste quand même un défenseur de qualité. Mais dans un même match, il est capable toujours de glisser, mais il touche, de couvrir un jeu. On est d'accord qu'il est... Ouais, mais il est à quasiment à ce niveau-là, quand on parle que tu as 120 ballons touchés, et on va... Moi, ce que je regrette sur Balerdi, c'est qu'on va toujours aller chercher un ballon ou un truc dans le match, alors qu'il en a 119 qu'il a bien négocié. C'est ça. Non, vraiment, moi, je suis pas d'accord, excusez-moi, mais... Je suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'il y a une progression parce que justement, il sort d'un match où il touche peut-être 120 ballons. Je vais aller regarder les stats et je vais regarder les matchs de Balerdi contre Paris les années précédentes. Les systèmes étaient différents de ça, mais il avait beaucoup moins de responsabilités. Là, je trouve que hier, on a beaucoup dit après le match, on a vu un OM de 2 Zerbi, y compris dans ce match-là. C'est pas assez Paris, on met un bus. Et c'est grâce à Balerdi, tout part de lui sur ces risques qu'il a pris sur des relances. Je vais faire un parallèle, Padel, excusez-moi. Mais quand tu as un joueur qui prend énormément de risques, qui met énormément de volets et compagnie, si tu retiens le moment où il a mis une balle dans le fil, s'il prend des risques, il y a forcément un moment où il va faire une erreur. Mais on l'encourage à prendre des risques. Moi, je trouve qu'il a énormément progressé là-dessus. Et pour répondre à ta question, Seb, je pense qu'il y a un facteur psychologique. Quand tu encaisses un but, dans ta tête, il y a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça. Et c'est pas genre, moi, je suis supérieur, je pense pas comme ça. Ça nous arrive à tous. Tu cherches un coupable. Tu prends un but... Putain, on a pris un but, c'est la faute de qui? Et forcément, Balerdi étant défenseur dans l'axe, machin et tout, bah, tu vas le voir plus que les autres. Mais c'est pas forcément, surtout dans notre système, vu sa position et autres, c'est pas sa faute à lui. Comme le dit Max, quand tu as un joueur qui arrive lancé, que c'est un milieu de terrain et qui est à 20 mètres de lui, lancé, il n'y a personne qui l'arrête. Hein. Prenez-moi Rudiger, prenez-moi qui vous voulez. Bah, oui, il va l'arrêter, Rudiger, mais bon, on sait comment il va l'arrêter. Il n'y a pas un défenseur qui arrête. Hein. Donc, c'est pas... Des fois, on lui tombe dessus un peu facilement. Après, des fois, on est d'accord. C'est pour lui, on peut citer... On a des matchs en tête, évidemment. Ok, messieurs, fin de cette première partie. On passe à la petite coupure pub et on se retrouve pour la seconde partie. Ça me fait sourire parce que sur Twitch, il y en a qui disent ouais, Balerdi, il y a 2 buts pour lui, il y en a d'autres, mais non, jamais de la vie, etc. Le deuxième, il faut m'expliquer comment il fait pour lui. Hein. Il y a un débat entre eux. Autant le premier, j'entends que voilà, il est au duel avec Dembélé, il est pris dans le dos, il a une part de responsabilité, c'est ce que je disais. Autant le deuxième, il faut vraiment m'expliquer. Qui nous explique s'ils peuvent le faire, de comment il est fautif. Et juste sur le premier, il a une part de responsabilité sur le but d'Ousmane Dembélé. Oui. Ousmane Dembélé est le joueur qui marque le plus de buts en 2025 de tous les championnats. Donc à un moment donné, si Balerdi s'est manqué contre Ousmane Dembélé, tous les défenseurs de la terre entière se sont manqués contre Ousmane Dembélé. Voilà, malheureusement, c'est factuel. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas c'est Ousmane Dembélé, il porte le maillot du Paris Saint-Germain, donc forcément il est nul, c'est un tocard. À un moment donné, il faut être réaliste, c'est tout.
À un moment donné, faut être réaliste. Ça veut dire que tout ce qui critique Balerdi sont pas réalistes, quoi. Je t'ai donné une stat d'Embélé, le truc, c'est tout. Il a marqué contre tout le monde. Balerdi est nul, mais à ce moment-là, les défenseurs de toutes les équipes qu'ont croisé Paris sont nuls aussi. Konaté est nul. Le deuxième but, c'est comment il s'appelle, le milieu de Paris déjà? Fabien Ruiz. Voilà, c'est Fabien Ruiz qui prend la profondeur. On peut l'analyser en long, en large, en travers, ce but. C'est pas à Balerdi, qui est côté gauche, à côté de Cornelius, de venir fermer. C'est à la limite à Luis Felipe. Et même dans ce cas-là, je pense que les consignes de Roberto De Zerbi, c'est de dire, parce qu'on a bien vu qu'on était pratiquement en individuel, si j'exagère un peu mes propos, et Fabien Ruiz y part, il faut qu'il y ait un des deux milieux qui soit ou Kondogbia ou Rongier qui le suivent. Il faut qu'il y ait un des deux qui suivent, parce que sinon tu peux pas t'en sortir. Si en plus, quand les mecs ils partent de derrière, c'est le défenseur qui doit venir couper, mais que les milieux. Donc, un Balerdi sur ce but-là, il ne peut pas être fautif. Encore, il est sur un terrain. Ok, les amis, merci beaucoup. On passe à la deuxième partie de notre émission.